bienvenue, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, Kassatayennes et Kassataïens, bienvenue sur la planète Kassatayade. Vous êtes bien dans le débrief de l'actu, nous sommes dimanche et comme tous les dimanches, on va discuter de la politique et de sujets divers et variés que la rédaction de Kassataya a choisi pour vous, juste comme prélude à une bonne nuit, n'est-ce pas? Parce que nous, Mauritaniens, nous adorons discuter politique, papoter, palabrer. Ce soir, on vous invite à venir palabrer avec nous autour des sujets que nous avons décidé de discuter de façon totalement arbitraire, je le reconnais humblement, mais c'est comme ça, c'est nous qui sommes du bon côté des micros et vous êtes de l'autre côté, vous êtes du côté des écouteurs. Alors ce soir, comité restreint avec quelques chroniqueurs qui sont toujours là, les résistants, les inamovibles de Kassataya. J'ai parlé de Khali Thiam, la voix célèbre qui nous vient en direct ligne de Memphis, Tennessee. Khali, comment ça va? Qu'est-ce mon ami? Très bien, sauf qu'il est un peu froid pour un Canadien, voilà, à 50 degrés Fahrenheit. Explique-nous, 50 degrés Fahrenheit, ça fait combien en degrés Celsius hein? Ça fait moins 32 divisé par 2, voilà. 32 divisé par 2, alors j'enlève 6, je rajoute 60, je remets 45, donc il fait à peu près 15 degrés. Oh, ça va, Khali, s'il te plaît, 15 degrés, t'es pas mort encore. Hein. Et ça donne un excellent parfum que moi j'adore. Et puis, oui, je dis, et j'ai bien dit pour un Canadien, voilà, et en temps très ensoleillé, c'est beau. Écoute, Khali, on dit que le froid conserve, donc conserve-toi bien. Avec nous aussi ce soir, Ibrahima Atié. Ibra, comment ça va? Je vais très bien. Autour avec un verre de thé chaud à la main, voilà, bien au chaud avec un radiateur et tout ça, voilà. Super. Pourquoi t'es senti obligé en tant que Mauritanien de dire que tu bois du thé à la menthe? Jusqu'à nouvel ordre, boirais-tu du thé au persil de temps en temps ou Non, c'est vrai, je crois peut-être qu'ils ont oublié de mettre dans la constitution, il faut, pour être Mauritanien, il faut boire du thé, hein, ça doit être écrit noir sur blanc, je crois. Eh bien voilà, quand je serai présidente de la future République kassataïenne, j'ajouterai l'article numéro 1 dans la constitution selon Ibrahim Haïti. Avec nous ce soir aussi Abdoulaye Diagana. Abdoulaye, notre ami Abdoulaye, alors, as-tu bonsoir aussi? Bonsoir tout le monde, bonsoir aux auditeurs, bonsoir Mariam, bonsoir Khali, bonsoir Ibrahima. Moi par contre, je vous le dis, là j'ai un bon verre de thé. J'ai un bon verre de thé là qui m'a été ramené de Mauritanie. Excellent. Alors, y aurait-il une part de sexisme ce soir dans ce studio, vu que je suis la seule fille et que je suis la seule à ne pas boire un verre de thé? Ben voilà. Voilà, société d'hommes pour les hommes. Courage. On va s'attraper après la licence. J'espère bien, les enfants. Alors, ce soir, on va excuser les autres chroniqueurs qui sont tous appelés à des occupations extérieures, chacun ayant quelque chose d'autre à faire. Et bien, tout de suite, je vais vous dévoiler les sujets que vous attendez. De quoi allons-nous bien pouvoir parler ce soir? Et bien ce soir, nous allons parler de l'APP où rien ne va plus du tout. C'est la guerre, non plus la guerre des chefs, mais la guerre des égaux, avec un APP ancienne génération, un APP nouvelle vague qui vient de voir le jour. Nous allons parler du passif humanitaire avec la proposition de Maître Ebeti, l'avocat Maître Ebeti, qui propose qu'on nomme un médiateur pour régler ce passif humanitaire. Et une nouveauté ce soir, juste pour vous, on vous l'a concocté depuis quelques semaines, c'est Ibrahima Atié et sa chronique. Chaque semaine, Ibrahima va nous régaler avec un sujet qu'il aura choisi au hasard. Il parlera de ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Bien sûr, c'est sur Kassataya, la parole libre. Il aura le droit de dire ce qu'il veut. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez intervenir, si vous le souhaitez, intervenir sur les sujets d'actualité, intervenir pour un coup de gueule. Il vous suffit d'appeler le pseudo Skype Kassataya et je me ferai un plaisir de vous prendre. Alors les enfants, on va tourner nos regards vers l'APP de Messaoud Boulkhair. Alors si vous êtes bien tenu au courant de ce qui se passe au pays, depuis quelques mois, on sentait arriver une sorte de mini-séisme qui est en train de se transformer en tsunami. Rien ne va plus à l'heure où je vous parle à l'APP, avec son chef historique, Messaoud Boulkhair, vous savez, qui fait partie de ces partis d'opposition qui ont accepté de dialoguer avec la majorité au pouvoir et avec Aziz. Ce dialogue avait commencé en septembre, ce qui avait provoqué la colère de certains de ses sympathisants. Déjà le 26 juin dernier, M. Boulkhair devait se rendre à Tijikja pour un meeting avec des activités, voilà, l'APP en campagne, l'APP traversant les dunes et les marigots de notre pays. Et déjà à ce moment-là, des militants APP de Tijikja et de Nigeria s'étaient regroupés au sein d'un comité de crise et avaient boycotté, tout simplement, l'arrivée de leur leader, comme j'ai dit, du vieux chef, du vieux lion, Messaoud Boulkhair. Et
voilà que le 5 décembre, lors d'une conférence de presse comme seule celle à faire la COD, une fameuse conférence de presse avec Battage, Tam Tam et Tutti Quanti, le 5 décembre, un mouvement a été annoncé, un mouvement qui s'appelle APP Comité de crise, avec à sa tête Mohamed Borbos, qui a dit, et là, il n'est pas allé par quatre chemins, il a dit: nous sommes la branche originelle de l'APP. APP, c'est nous et pas les autres. Et APP, nous rejoignons la COD. La COD, nous ne reconnaissons plus M. de Boudrer comme chef légitime de l'APP. Alors, qui veut intervenir sur ce problème de l'APP? Guerre des chefs, guerre de clans, guerre de succession ou malaise beaucoup plus profond? Alors, je vous vois. Khali, ça se voit que Barjo n'est pas là. Oui. Abdoulaye, alors Abdoulaye. Non, Khali. Alors Khali. Bon, pour moi, ce n'est que l'aboutissement, en tout cas, des tentatives, en tout cas d'une attente, selon moi, qui était déjà à l'horizon. On avait beaucoup parlé, par exemple, des positions de Mahfoud, de Ould-Boukhar, des positions qui sembleraient être très opportunistes, et je pense à un moment donné, c'était surtout sa sortie en disant, par exemple, qu'il était aux côtés du président dans sa lutte, et qu'il ne faut pas crier au feu pour brûler la Mauritanie, et qu'il aurait à prendre lui des décisions qui sont dans le but donc de sauver la Mauritanie, et que son discours c'est le discours d'unificateur, et donc qu'il était là et qu'il n'était pas opposé qu'il ne menait pas une forme d'opposition qui appellerait, disons en tout cas, la Mauritanie à subir des transformations aussi profondes et des mouvements tels que le printemps arabe. C'était des gestes et gesticulations de Ould-Boukhar, qui voudrait, je pense bien, se positionner sur la scène politique beaucoup d'une façon pérenne, en payant beaucoup plus attention à ce qu'il pouvait lui personnellement en tout cas hériter. Bon, c'est quelqu'un qui a voulu s'identifier en tout cas à une Mauritanie qu'il aurait lui-même aidé à édifier, voir que le changement était là et que c'était réel. Donc des questions d'esclavage dont déjà beaucoup, actuellement quand on parle de ce problème, on pense à Biram. Oui, mais Khali, toi, tu sembles replacer ça dans le contexte de l'après-coup d'État de Aziz, et puis de son élection à la tête du pays, donc de ce grand écart entre la COD, donc la coordination de l'opposition démocratique, et la majorité, donc Aziz. Est-ce que ce n'est pas plus vieux que ça? Parce que, par exemple, on sait que M. Ould-Boukhar fut un des pères fondateurs du mouvement Al-Hor, le premier mouvement de lutte pour l'abolition de l'esclavage. Et par exemple, en juin, un des reproches que les militants de Tijekja, qu'une partie des militants de Tijekja et de Moudjaria adressaient à M. Ould-Boukhar, c'est qu'il avait dissous El-Khor et qu'il avait oublié les idéaux d'El-Khor. Est-ce que ce n'est pas plus vieux que ces 2 ou 3 années-là? Enfin, je pense c'était la perception, c'est que c'était qu'il voulait se positionner en tout cas au devant de la scène comme étant l'incontournable, et du côté de l'État et du côté encore des gens qui avaient vraiment beaucoup de poids sur la lutte, par exemple, contre l'esclavage. Et Al-Hor, qui lui identifié à sa propre personne, donc aurait vu cela, et qu'il ne fait que vivre actuellement. Je pense bien cette dissension n'est qu'une comment dirais-je, un résultat d'un fond de malaise, en tout cas très profond, qui ne va pas seulement coûter cher à la vie politique de l'homme Ould-Boukhar, mais par contre, c'est complètement, je pense, une alternance au devant de la scène politique locale. Merci Khali. Merci Khali. On reviendra sur une des phrases, quelque chose que tu as dit qui est très important.
selon toi, mais ça on reviendra plus tard sur l'avenir politique de M. Ould Ibrahima ou Abdoulaye, qui veut intervenir? Ibrahima, voilà, donc tu as bien écouté Khali, on a tous bien écouté Khali. Est-ce que ce n'est pas non plus le résultat aussi de l'apparition de nouveaux leaders de la cause des Haratines en Mauritanie? Je veux parler bien sûr de Biram Ould Abeid, le président de l'IRA. Est-ce qu'il n'y a pas une redistribution des cartes entre un ancien monde politique et un nouveau monde politique? Eh bien, tout simplement, pour résumer, une guerre des chefs. Hein. Tout à fait. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même une nouvelle génération de leaders qui arrive, que ce soit Biram, que ce soit Biran aussi du touche pas à ma nationalité. C'est-à-dire que les anciens leaders, bon, se sont sclérosés, donc ils n'ont pas su s'adapter à la nouvelle donne. Bon, Massoud, il paie quand même son ralliement, il faut le dire, il paie son ralliement comment ça s'appelle, au pouvoir d'Aziz, quoi, parce que bon, ses supporters, il ne faut pas comprendre, bon, Massoud qui a été quand même un opposant notoire, reconnu et puis respecté de tous les Mauritaniens. Comment se fait-il qu'on putschiste tout de suite, voilà, il lui serre la main, il revient, c'est comme s'il voulait... Ibrahima, opposant notoire, oui. Il n'a-t-il pas été ministre supérieur? Oui, bon, il a été ministre, il a été gouverneur et tout ça, mais quand même tout le monde sait qu'il a été quand même un farouche opposant par rapport au régime de Mamadou Sida Mettaya. C'était un lion, mais c'est comme si le lion a perdu sa crinière. Bon, voilà quoi. Bon, là, il est avec le COD et tout ça, mais je crois aussi qu'il y a un problème interne à ce parti. C'est qu'il va écraser tous les autres, quoi. Il y a une absence de démocratie interne à un certain moment, partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle une fronde. Enfin, et puis aussi, il caresse trop sur le sens du poids, comment s'appelle le pouvoir. Une fois qu'il est avec la coalition du pouvoir, il ne peut pas s'exprimer comme il s'exprimait avant. Et du coup, le vide, effectivement, c'est Biram Ould Abeid qui prend ce vide-là. Voilà. Mohamed Ould Bourbos, il tombe à point pour peut-être contrer Biram Ould Abeid ou c'est... Oui, mais bon, ce sera très difficile de le contrecarrer parce que bon, l'autre, il a quand même la langue pendue, comment ça... Biram, tu as vu, il vient aussi d'être primé au niveau de l'Allemagne, il voyage beaucoup. Voilà, il utilise les réseaux sociaux, il fait des alliances contre nature, entre guillemets. Voilà, il va avec les flammes, voilà, il va internationaliser un petit peu son problème mauritanien, voilà, au lieu de rester toujours au sein de la Mauritanie. Les Mauritaniens, le problème, c'est qu'ils aiment trop le maslaha, que ce soit avec, comment s'appelle, le président du AGD ou bien au Messoud, ils veulent trop, voilà. Bon, nous sommes un pays musulman, on veut la paix et tout ça, là, alors que l'autre, il est venu avec des idées, il foule du pied tous ces principes-là, il dit qu'il est temps de faire une confrontation. C'est comme vous avez vu, c'est cette idée spectaculaire d'aller faire le pèlerinage à Inal. Mais personne n'y a pensé depuis quand? Ça fait plus de... Depuis les années 90, personne n'y a pensé. Lui, il s'engouffre dans ces brèches-là. Il sait qu'il est médiatique, alors que les autres, ils sont restés toujours coincés. À la longue, ils sont dépassés. Merci Ibrahima. Surtout, je pense qu'il faut penser par exemple à sa position quand par exemple la COD semblait vouloir se décider quant à une seule voix, en tout cas une seule position unanime à adopter face à Ould Abdelaziz. Il y a Ould Boukhel qui venait là et qui venait devant, comment dirais-je, devant tout le monde, avant la sortie de COD et dire voilà, que lui, qu'il serait apte et prêt donc à négocier sans condition, entre autres, donc et là, coupant un peu le souffle encore à cette coordination de l'opposition démocratique. Et pourtant, on l'avait toujours reproché d'être opportuniste, même si de ses propres mots, je cite, il disait que je ne me suis jamais vu un opportuniste ou un incendiaire. Voilà, ce sont là ces propos, et pourtant de tout ce qui se dessine derrière ces actes, c'est que personnellement, c'est qu'on sentait qu'il y a une personne là qui est là et qui ne veut pas être dépassée, qui ne veut pas être en aucun cas mise à l'écart devant
des questions qui sont très importantes, telles que par exemple l'esclavage et autres. Par contre, le mal qu'il y a et ses erreurs aussi personnelles, c'est de vouloir et d'identifier le parti, par exemple l'APP actuellement qu'on pourrait appeler ex-parti, puisqu'on disait de deux têtes rien ne va sauf pour un snake. Voilà. Pour son ex-parti, et c'est quelqu'un qui avait voulu façonner donc le parti à son image et prendre des décisions arbitraires de telle sorte que merci Rami, oui. C'est sa personne, et on a décidé de faire ceci et ça doit être comme ça, comme on l'a vu. Merci Rali. Abdoulaye Diaganat, sur ces deux APP là maintenant, voilà, est-ce que c'est la fin des règnes? Est-ce qu'on est en train d'assister à une recomposition totale de non seulement de l'opposition, sans bien trop savoir où l'APP, canal historique, maintenant je ne sais pas trop comment l'appeler, face à l'APP, nouvelle APP, nouvelle génération, avec d'un côté donc M. Boulreb, de l'autre côté Mohamed Borbos qui est son comité de crise APP Nouvelle Ère, on pourrait dire, qui rejoint la COD. L'autre côté, Biram Oudaoud Abeid avec l'IRA. Quatrième acolyte dans ce quatuor de dupes, le pouvoir. Je rappelle que Mohamed Borbos avait accusé Mohamed Boilil, notre actuel ministre de la Défense, d'avoir pris position pour M. Boulkher. Quid de M. Boulkher? C'est fini? On assiste à la fin d'une époque. Abdoulaye Diagana. Pardon. Excusez-moi, j'étais sur autre, je ne suivais pas. Bon, Messoud, RPP, je suis désolé, j'étais ailleurs. Par rapport à ce qui vient de se passer, moi j'en tire au moins deux enseignements. Il y a un désespoir, c'est que finalement la dictature semble être une graine qui est profondément semée et qui a poussé quand même très rapidement et ne se situe pas seulement du côté de ceux qui sont au pouvoir. Et on a vu comment certains hommes qui étaient des opposants irréductibles et des défenseurs de la démocratie ont pu tourner quand ils ont accédé au pouvoir. Parce que Messoud, quand même, ce qu'on lui reproche là, ce sont des décisions qui ont été prises de façon unilatérale et elles ne sont pas des moindres. Liquider, je choisis le terme à dessein, liquider l'APP, non pas l'APP, mais El Hor, comme il l'a fait en décrétant que ça y est, ça en était fini, le El Hor avait atteint ses objectifs. Je crois que si ça avait été le cas, ça se saurait. Si El Hor avait réussi à émanciper tous les anciens esclaves et s'il avait réussi à éradiquer l'esclavage en Mauritanie, je crois qu'on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Et la seconde chose, c'est le fait de choisir de rejoindre la majorité présidentielle. Avec quel parti? Mais voyons un peu qui sont avec comment il s'appelle, avec M. Boulkher dans cette majorité-là. El-Wiyam de Boydjeloul Houmed, ça pèse quoi? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, symboliquement, ça représente quoi? Je crois que tous ceux qui suivent la politique, l'échiquier politique de la Mauritanie savent à peu près. Sawab, un parti de quelle obédience? Le parti de Oulharma, nationaliste arabe comme on le sait. Tamam, vous connaissez Tamam? Vous entendez beaucoup parler de Oulakhal, combien de divisions, comme dirait l'autre? Bon, que M. Boulkher aille avec ces formations-là, vraiment à la limite de la confidentialité pour discuter avec la majorité. Moi, je dis à la limite, pourquoi pas, mais il aurait peut-être pu mieux organiser son positionnement politique. Parce que aller frayer quand même avec des partis de cette taille-là, c'est dommage pour Messoud. La deuxième chose, c'est Messoud qui dit qu'il n'a jamais été opportuniste. J'aimerais bien l'imaginer dire le contraire. Oui, Mauritanien, je suis Messoud Boulkher, je suis opportuniste. Bon, ce serait très, très crédible. Ajouter en plus que je ne suis pas incendiaire. Alors ça, c'est nouveau. Messoud n'est pas incendiaire. Messoud Boulkher de 92, qui l'a oublié? Qui a oublié le Messoud Boulkher de 94? Qui a oublié le Messoud Boulkher de 2008, quand il en appelait quasiment au renversement de Mohamed Ould Abdelaziz, et quand il disait que si Ould Abdelaziz était renversé, que lui, Messoud, ne verserait pas une larme. Ça, c'est pas, je ne suis pas sûr que ce soit arrangé dans la catégorie des pompiers, mais bon, on peut avoir une appréciation différenciée de ces propos-là. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Des jeunes qui poussent. Samori Oulbey, bon, Biram dit que ce ne sont pas des jeunes, d'accord, don't act.
mais en tout cas une nouvelle génération d'hommes politiques comme Ould Bourbes, comme Samori Ould Bey, qui avaient cette occasion-là d'aller avec M. Boulkher et qui manifestement n'ont pas fait le choix de la carrière, en tout cas, ou le choix le plus simple. Ils ne sont pas allés au pouvoir, donc au moins, même si, c'est pas dire que les autres sont allés à la soupe, hein, mais au moins eux, ils ne sont pas allés avec la majorité. Bon, et ils se sont dit attachés à des principes, attachés à un certain idéal et à certains idéaux. Ça, je dis que c'est rassurant dans le sens où ils parlent programme. Ce n'est pas dans le sens où ils ont choisi l'opposition ou le pouvoir, hein, non. Dans le sens où ils parlent programme, ils parlent d'idéal. Ça, je dis que c'est rassurant. Pour le reste, je crois que M. Boulkher, il est arrivé à une phase de sa vie, c'est une évolution, que ce soit selon Darwin ou selon le Coran. On commence faible, on revient fort et on finit faible. Il ne faut pas peut-être trop tirer sur l'ambulance, il faut l'accompagner doucement vers la sortie. Il commence quand même à vieillir, il n'a plus sa jeunesse de 20 ans et certaines décisions sont peut-être de moins en moins lucides. Et bon, il faut l'accompagner comme il se doit. Tu es en train de dire que APP aurait dû rester aussi, aurait-il dû rester dans l'opposition? Alors là, ce n'est certainement pas moi qui vais dire ça. Mariam, ne me piège, ne me tends pas de piège comme ça. Je disais que tu ne me répondrais pas. Non, ne me tends pas de piège comme ça. Non, l'APP peut aller où il veut, mais il faut que... Enfin, on aimerait en tout cas avoir des raisons objectives, comprendre un peu qu'est-ce qui motive leur choix, c'est tout. Moi, en tant qu'analyste, c'est tout ce que je demande, pas autre chose. Qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, ce n'est pas un problème. Mais qu'on comprenne qu'est-ce qui fonde ce choix-là, c'est tout. On ne peut pas dire qu'on appelle à dissoudre El Hor parce que El Hor a atteint ses objectifs, alors qu'il n'y a même pas un mois, quelqu'un a été condamné pour faire d'esclavage en Mauritanie. Il faut arrêter, quoi. Faut pas... Au moins ça, tout le monde peut reconnaître qu'il y a un ciel quand même au-dessus de la Mauritanie. Ça, on n'a pas besoin d'être au pouvoir ou dans l'opposition pour voir le ciel ou la lune. Merci Abdoulaye. Alors Blan, toi qui es à Nouakchott et qui viens de nous rejoindre, fini M. de Boulkher, fini APP tel qu'on connaissait, fini la lutte anti-esclavagiste regroupée au sein d'un même parti, d'un même mouvement, sous la houlette d'un seul homme. Ma chère Mariam, Ablaï vient de nous prouver qu'heureusement qu'il ne faut pas être dans un pays pour être mieux informé que ceux qui y sont. Je pense que Ablaï a tout dit. Moi, je pense que M. Eudes, bon, je pense que c'est terminé. Hein. Comment dire, moi, je suis encore surpris qu'il y ait encore des choses à dire au sujet du monsieur. Moi, ce que je lui reproche un peu, bon, c'est pas trop sa trajectoire. Depuis Sidioka, on a connu le bonhomme. Et depuis, il gratte un peu sur le fonds de commerce. Maintenant, il en est un banc dans les budgets de famille. Bon, c'est terminé. Ce que je n'aime pas trop, c'est sa manière toujours d'attaquer Ahmed Dada, d'attaquer le RFD, tout ça. Je pense que c'est un peu lamentable. On l'a déjà dit 1000 fois. Ou bien il rejoint cette majorité-là, ou bien il est une espèce de parti satellite de la majorité. Auquel cas, de temps en temps, il faut bien qu'il leur réserve quelques coups. Mais là, apparemment, tous ces coups maintenant sont des coups qui sont réservés pour le RFD, pour cette espèce de... Non, je pense que c'est la fin. Moi, ça ne m'intéresse même plus. Hein, ça m'intéresse même plus. On suit ça comme ça. Même si des articles qui parlent de M. Eudes, quand tu passes sur la presse, les gens ne viennent même plus lire. Il y a une espèce de fin, comme si tout le monde avait compris que finalement, il était passé de l'autre côté. Et qu'on comprend finalement qu'après avoir peut-être lutté dans une situation très très difficile, il a pris le goût du pouvoir et le goût d'une certaine situation qu'il n'a pas envie de perdre. Finalement, on peut accepter qu'il rejoigne Aziz et puis bon débarras. Là, c'était très laminaire et lapidaire, n'est-ce pas, la façon de Dan. Ce soir, nous ne résoudrons pas, n'est-ce pas, le problème de l'APP. Loin de nous l'envie de résoudre le problème de l'APP et de la crise profonde que traverse ce vieux parti avec à sa tête un aussi vieux chef, je ne dis pas vieux au niveau de l'âge, mais il est quasiment aussi vieux que l'APP et il est d'un âge certain, comme l'avait rappelé Abdoulaye. Donc, voilà. Mariam, au foot, toi qui fais du rugby, là, oui. Quand un coureur en dépasse un autre, qu'est-ce que vous dites déjà? Il est carbonisé ou il est... Il est carbonisé, il est cramé, il est cuit. Voilà. Et quand il est trop vieux, c'est un bras cassé. J'ai pas dit ça. Tu es en train d'extrapoler. Quand il est trop vieux, au rugby, dans les clubs de rugby, il y a les équipes seniors, ce sont des jeunes, on appelle ça seniors, ils sont des jeunes, ils ont jusqu'à 35 ans à peu près.
à partir d'un certain âge, à partir de 35 ans souvent, ils font du rugby plaisir qu'on appelle le rugby vétéran. Voilà. Donc ils ne font plus de compétition. Voilà. Je crois qu'il faut commencer à aménager un poste de conseiller ou un comité de sages pour certains hommes politiques qui méritent amplement leur retraite et il faut les accompagner. Ça s'appelle les soins palliatifs, cher ami. Alors les enfants, nous allons passer à notre second sujet de ce soir. Notre ami Barjo n'est pas là. Notre ami Barjo connaît des problèmes techniques avec sa machinerie de tous les ordinateurs et tout. Donc nous lui pardonnons sur ceci. Et alors on va parler du passif humanitaire. Nous passons de M. Doudbourger à Maître Betty. Il n'y a pas beaucoup de liens entre les deux hommes, sauf qu'ils se connaissent bien, parce qu'ils ont été longtemps des opposants. Maître Betty continue à rester un opposant farouche. Maître Doudbourger, on ne sait plus trop bien quoi. Donc Maître Betty vient d'accorder une interview où il propose la création d'un poste de médiateur afin de résoudre le problème du passif humanitaire des réfugiés. Il reproche aux autorités d'avoir fait un marché de dupes presque, d'avoir un peu menti, d'avoir redistribué comme ça quelques petits morceaux de terre aux réfugiés qui rentraient des camps du Sénégal et en fait de n'avoir rien réglé du tout. Et il demande solennellement qu'il y ait un médiateur afin de pouvoir régler ce problème. Alors, dans cette crise profonde qui dure depuis 1989, avec toutes les tentatives de résoudre ce passif, avec tous les reproches qui sont mis aussi et qui sont faits à l'encontre du pouvoir, en particulier par les groupes de réfugiés eux-mêmes, est-ce que c'est une bonne solution ou un début de solution que serait ce poste de médiateur, hein? Alors, oui, Ibrahima. Je vais être très fort. Franchement, je ne sais même pas si on peut dire c'est pas un problème de médiateur ou pas. Ce qui manque dans ce pays tout le temps, c'est ce qu'on appelle la volonté politique. La Mauritanie, de toujours, les dirigeants mauritaniens, qu'ils soient civils ou militaires, n'ont jamais voulu regarder les problèmes de la Mauritanie en face. Ils essaient toujours d'esquiver les prières comme ça aux morts, comme ça des fois des petites indemnisations, retour des réfugiés. Ce sont des miettes quoi. Il faut déballer tout, il faut une certaine sincérité. Bon, on ne peut pas parler de médiateur alors qu'il y a une loi qui a été inscrite en 93, comme quoi on amnistie tout le monde. Voilà, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut revenir à la case départ. Tant qu'il n'y aura pas cette volonté, une volonté manifeste, une volonté politique de résoudre ce passif humanitaire, bon, il n'y a pas d'autre issue. Médiateur, on n'a même pas besoin de médiateur. Il faut déjà être sûr et vouloir résoudre ce problème. C'est comme vouloir construire une maison sans fondement. Il faut un fondement. Le fondement, c'est la volonté politique. On pense tout. Merci, Ibrahima. Je pense aussi par rapport à cela que la sortie du maître ou le député ne fait que renforcer vraiment ô combien c'est un problème difficile et qui n'est pas encore vraiment été, qui n'a pas été en tout cas reconnu d'une façon très réelle à sa juste dimension, je veux dire, puisque on sait que des actes symboliques ont eu lieu. On pense aux prières de Kédi, entre autres. Je pense par contre que le problème est que d'abord c'est d'avoir la volonté et cette, comment dirais-je, on dirait en anglais, the readiness de parler de ce problème-là. Puisque comme oui, en tout cas, le fait d'être en tout cas prêt d'affronter le problème voilà, réellement. Je pense, on sait par exemple par rapport à cela, après le 28 novembre, on sait que l'IRA, par exemple, avait publié la liste de certains gens qui sont accusés, en tout cas, être coupables de certains crimes. Quelle suite à faire à cela? La liste a été publiée, par exemple, mais pas de suite.
s'il y a des accusations et s'il y a des tentatives ou bien des questions qui se posent sur certains sujets, il faut que les Mauritaniens acceptent de faire face à cela et aborder le sujet à fond. Et le problème de passif humanitaire, on a voulu trop particulier en appelant ainsi d'ailleurs. Par contre, c'est dans l'actif de non-humanitaire en Mauritanie. Merci Khalitiam. Quelqu'un d'autre qui va intervenir sur ce passif humanitaire? Est-ce que, parce que moi, ce qui m'interpelle quand j'en vois le médiateur, est-ce que ce serait se poser la question sur à quoi servirait ce médiateur, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que c'est un médiateur qu'on pourra contacter au niveau des demandes de justice? Est-ce que même le gouvernement peut-il accepter l'idée même d'un médiateur? Ils ont mis en place la Naïr avec Bamadine, n'est-ce pas, à sa tête, qui a été chargé de ce retour des réfugiés. Ils ont donné des terres, trois quarts du temps des terres qui n'étaient pas les terres originelles des personnes qui avaient été déportées ou qui avaient fui à partir des événements de 1989 et 90 et 91. Certains ont fui même un peu plus tard. Médiateur pour qui? Pourquoi? Comment? Sous quelle forme? Quelle réponse? Oui, Vlan. Mariam, mais moi, au lieu de répondre à cette question à laquelle je n'ai pas de réponse, je voudrais juste demander à ce fameux maître Betty là. Inch'Allah, il a combien de dossiers sur le feu là? Et j'aimerais savoir s'il a déjà gagné un procès dans tout ça. Et j'aimerais savoir aussi où est-ce qu'il en est avec ces plaintes-là. Parce qu'il devait déposer des plaintes contre le gouvernement, des plaintes contre Abdel Abdelaziz. Moi, je crois que ce monsieur devrait se concentrer sur un dossier et essayer d'en gagner un avant de lancer comme ça des idées et de chauffer plusieurs poils. C'est-à-dire qu'un maître Betty est un avocat, donc il fait son travail d'avocat, il a beaucoup de dossiers, je suppose, pour lui, j'espère pour lui, pour pouvoir faire bouillir la marmite. Il est aussi un activiste des droits de l'homme, il est souvent dans les grandes conférences internationales, dans les grands colloques sur les droits de l'homme, il est invité, il est partout, il est au non, mais on le voit, il lance beaucoup d'idées, il a beaucoup de trucs comme ça sur le feu, mais est-ce qu'il y a un de ces dossiers qui a déjà abouti, est-ce qu'il a déjà gagné quelque chose? Ceci mériterait que nous l'appelions un jour pour lui poser la question. Ah ben c'est très bien. Je n'ai pas de réponse. Oui, l'occasion donc de lancer cette offre, en tout cas, à Maître Betty. Et Kassataya fera de sorte à l'avoir aussi à l'antenne. Voilà, tout à fait, l'invitation est lancée, Khali. Oui, tout à fait. Et surtout, je pense, puisque ce qu'il a rappelé, c'est quoi dans cette déclaration? Il a dit qu'il y a un ensemble de recommandations qui avaient déjà été prises par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à Alger en 2000. Et là, il continue à dire que la question centrale qui se pose, c'est comment donner suite à ces recommandations-là. Donc, de 2000 à 2011, nous en sommes à 11 ans. Et voilà donc une question qui est très importante, surtout dans l'évolution de l'histoire politique mauritanienne. Merci Khali. Abdoulaye Diagana, sur ce sujet, est-ce que tu souhaites intervenir ou pas, ou toi tu regardes un peu cette proposition comme un énième avatar de cette lutte pour la mémoire, cette lutte contre l'injustice, cette lutte des rapatriés? Merci. Il y a deux aspects qu'il faut voir dans les réparations des crimes. La justice transitionnelle insiste sur la nécessité de rétablir la chaîne des responsabilités, donc qu'on fasse la lumière sur ce qui a été fait et surtout qu'il y ait des réparations. Les réparations de deux types. Les réparations matérielles, c'est généralement ce que la Mauritanie vient de faire. On peut distribuer des terrains, on peut donner de l'argent, faire revenir les gens, leur donner des papiers, mais ça ne suffit pas. Qui a fait quoi? Pourquoi ça a été fait? Et puis, quelles leçons tirer de ces événements-là? Comment faire en sorte que la pédagogie opère et que demain, d'autres ne soient pas tentés de dire on va le faire et après on va payer la DIA ou on va donner quelques maisons, quelques terrains et puis ça en est fini. Moi, personnellement, en 2007, j'ai organisé avec Mohamed Dougui et d'autres organisations, j'ai été animateur d'une espèce de séminaire ou d'un colloque sur justement ces problèmes-là de justice transitionnelle. Les familles des victimes ne demandent pas qu'il y ait vengeance ou que quelqu'un soit pendu ou que quelqu'un soit puni. Elles veulent juste que pour le symbole, pour la pédagogie, qu'il y ait quelque chose, que l'État vienne organiser, voilà, c'est tel qui a fait, c'est pour telle raison, et puis on va faire une stèle, mais Ould Abdelaziz qui va jeter une gerbe, c'est ça, sur la tombe du soldat inconnu en Algérie ou quelque chose comme ça. L'ancien commissaire aux droits de l'homme qui fait la même chose à Alleg. Et
Quid des Mauritaniens qui ont été tués par leurs frères d'armes? Ça doit être quelque chose de facile. Moi, je trouve que nos gouvernants, malheureusement, manquent parfois de lucidité parce qu'ils auraient pu très facilement anticiper ce que les associations de droits de l'homme sont en train de faire, ce que Biram a fait là, où Abdelaziz serait allé à Inal avant tout le monde, aurait fait un acte comme du genre de celui de Kaïdi. Il aurait aussi bien réglé le problème dans le cœur des victimes ou des familles des victimes, de leurs ayants droit. Et politiquement, il aurait désamorcé une bombe. Ça ne lui aurait rien coûté. On aurait désigné Abdoulaye aurait désamorcé une bombe en se mettant toute l'armée à dos. Bah oui, naturellement. Non. Il aurait pu se contenter de cela sans demander dans un premier temps au moins le jugement ou le dessaisissement ou la mise à la retraite de ceux qui étaient aux affaires à l'époque ou ne pas diligenter d'enquête, etc. Je ne sais pas. En tout cas, au moins, il aurait pu couper l'herbe sous les pieds de ceux qui sont allés à Inal. D'ailleurs, moi je dis, ceux qui sont allés, ils ont été très courageux, ils sont à féliciter, ils ont eu personnellement, je le pense, ils ont eu une idée mais lumineuse, c'est une excellente chose et c'est à rééditer, parce que les victimes en ont besoin, leurs familles aussi. Bon, et l'autre chose, maintenant, effectivement, il reste l'autre point. Qui est responsable de ce qui a été fait? Il y a des hommes qui étaient aux affaires, ils sont là-bas, les Oulakouar, les Oulakhal, les Jibril Abdallahi, comment ils s'appellent, les Oul Shrouf, les Oul Vaide, ils sont à Nouakchott. Mais mon Dieu, qu'il y ait cette conférence-là, effectivement, et qu'ils viennent expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, pourquoi on en est arrivé là. Et eux-mêmes, quelle est leur position aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont des regrets? Au moins un mot. Mais on est humain quand même, on se dit musulman. Ici en France ou ailleurs en Occident, on a les plus grands criminels qui viennent dire, voilà, oui, ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, j'ai des remords, je regrette, etc. Et puis les peines peuvent être symboliques ou je ne sais pas. On peut mettre par exemple les responsables, on peut les mettre à la retraite ou dire qu'ils ne vont plus avoir de commandement. Surtout, ils gardent leur grade et tout le reste, mais ils ne vont plus avoir de commandement. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Mais tant qu'on n'a pas fait cela, c'est normal que la rancune et la rancœur restent en tout cas dans le cœur des familles des victimes. Oui, merci. Ben, excusez-moi, j'aimerais vous poser une question, parce que c'est la question que je me pose d'ailleurs au sujet de cette affaire. Au sujet de tous ces militaires qui ont été victimes de leur frère d'armes. Dans cette affaire, est-ce qu'on peut estimer que c'est un crime d'État, auquel cas c'est le régime qui est responsable et que le régime représente la Mauritanie, ou est-ce qu'on estime que c'est le coup d'un certain nombre de personnes? Alors, rien. Vlan, c'est un crime, moi je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va définir comme crime d'État? Tout ce que je sais, c'est que ça s'est produit. Par exemple, on prend le cas de la France, par exemple. Le cas de la France, bon, je me souviens du fameux débat qu'il y a eu avec Mitterrand à l'époque. Mitterrand n'a jamais voulu, par exemple, s'excuser pour ce qui s'est passé. Tous les présidents qui sont venus avant François Mitterrand... C'était pas la France, et il y en avait d'autres qui estimaient que c'était la France. Ils ont tous refusé jusqu'à Jacques Chirac. Est-ce qu'on estime que c'est un crime de l'État mauritanien, en tout cas c'est tout le régime qui est responsable, ou bien est-ce que c'est vraiment le crime d'un certain nombre de personnes? Mais c'était politique. À l'époque, François Mitterrand et tous ceux qui sont venus avant lui ont estimé que c'était tellement contraire aux valeurs de la République française qu'ils ne pouvaient pas endosser ça politiquement. Ils ont décidé donc que c'était des soldats qui avaient désobéi, qui étaient hors du commandement, qui étaient illégitimes. Il faut dire que quand Pétain avait décidé d'aller à Vichy, De Gaulle a désobéi. Il a considéré que ça, ce n'était pas représentatif de la France. Donc, tous les actes qui avaient été pris par ce gouvernement-là n'étaient pas des actes du gouvernement français, parce que le gouvernement français, à l'époque, c'était lui, l'État français, lui qui était à Londres. Donc ça, c'était juste des usurpateurs, c'était des imposteurs. Leur acte ne pouvait pas engager l'État. Dans le cas de la Mauritanie, ce qui s'est passé, c'est déroulé dans des camps de l'armée mauritanienne, par des hommes qui appartenaient au commandement de l'armée mauritanienne et par d'autres qui étaient sous leur commandement. Ils portaient l'uniforme de l'armée mauritanienne. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau on peut dire que ce n'est pas un crime organisé, en tout cas par l'État, ou en tout cas endossé par l'État, d'autant que au moins en 2007, Sidi Ould Cheikh Abdallahi a reconnu que c'était de la responsabilité de l'État. Et au nom de la continuité de l'État, on est obligé Aziz va endosser ce que Sidi a fait. Il ne peut pas revenir sur ça. Ce sont les hommes qui vont changer, mais l'État mauritanien ne vont pas changer. La responsabilité de l'État a été reconnue. Et ce serait quand même vraiment hypocrite de dire que ceux qui étaient là avant, ils l'ont fait et que l'État n'était pas au courant. Vous imaginez? Je me rappelle, Habiboul Mahfouz avait écrit un excellent papier. Il expliquait qu'en Mauritanie,
Dans l'armée, comment ça se passe? On demande aux soldats de faire un rapport sur tout ce qui se passe. Il a donné un exemple, il a dit par exemple, le soldat, il explique qu'à 13 heures, il a fait un tour, il a rencontré une chèvre qui est venue autour de l'enclos, de la caserne. Il doit consigner ça dans son rapport. 14h15, une chèvre de tel coureur, etc. est venue, il rapporte à ses supérieurs. Et on va nous dire que dans cette armée mauritanienne-là, des officiers supérieurs ont pu être exécutés. Il y en a eu au moins 500 et quelques. Le 28 novembre, il y en a eu au moins une trentaine, ceux qui ont été pendus et ceux qui ont été achevés derrière. Et dire que tout cela n'a pas été consigné dans des rapports et que l'État mauritanien n'était pas au courant. Mais écoutez, on veut bien continuer de croire au Père Noël, mais il ne faut pas nous prendre aussi pour des imbéciles. Non, mais Ablaye, tu comprends bien ce que je veux dire. Moi, en tout cas, j'estime, si c'est l'État mauritanien, on estime que c'est l'État mauritanien, tu ne peux pas prendre des officiers individuellement et les condamner. Vu qu'il s'agit d'ordre supérieur, on peut parler de raison d'État. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. On ne peut pas d'un côté dire que c'est l'État qui est responsable. Oui. Non, moi, écoute, moi, c'est pas mon avis sur le sujet. Moi, si c'est mon avis, j'aimerais qu'on fasse un procès, etc. Mais d'un point de vue logique, ce que je me demande, c'est si on dit que c'est un crime d'État et que l'État est responsable, est-ce qu'on peut prendre des officiers un à un en leur disant qu'ils sont coupables, alors qu'en fait, c'est l'État qui est responsable. Mais il y a des fautes de gestion. Il y a des fautes de gestion. Des officiers peuvent prendre des décisions qui sont illégitimes, ou alors les officiers peuvent être protégés. Ils peuvent dire attention. Nous sommes des soldats, nous avons exécuté des ordres qui nous sont venus d'en haut. C'est venu de qui? C'est venu d'un tel, effectivement, un tel va répondre de cela. Ce n'est pas parce que ça a été fait par l'État qu'il n'y a pas de fautif, qu'il n'y a pas de condamné. Ça, c'est d'une. Deuxièmement, à l'époque, moi, ce que j'avais proposé, c'est qu'au moins, les enfants de ces victimes-là peuvent être reconnus pupilles de la nation. Pupilles de la nation, ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est pas la peine de le développer, on sait ce que ça veut dire. On va les prendre en charge, leurs études et tout le reste, la façon dont ils vont vivre, c'est l'État qui va les prendre en charge. Mais il faut encore que l'État reconnaisse cela et qu'il y ait au moins une tombe symbolique. On ne peut pas fouiller toutes les fosses communes pour les extraire un par un, mais on peut venir, comme sous l'Arc de Triomphe ici en France, le soldat inconnu, le principe d'ailleurs, c'est de ne pas savoir quelle est son identité. Il représente tous les soldats qui sont morts et qui n'ont pas d'identité. On sait que ce n'était pas un Allemand. Bon. Ils ont fait quand même, ils se sont gardés, ils ont fait quand même que ce soit un soldat français. Après, voilà, après... c'est symbolique surtout. Symbolique, oui. Absolument. Et c'est très important pour la reconstruction des victimes. C'est extrêmement important pour la reconstruction des victimes, pour la reconstruction du pays. Et il faut que ça se fasse, ça ne coûte rien. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense plutôt que ça, c'est un problème, c'est une calamité qui touche l'armée dans son ensemble. On a vu ce pauvre mort là, qui est un mort, qui n'est pas un négro mauritanien, qui a perdu ses jambes dans l'attaque de Lampredi là, et qui s'est retrouvé ici sans jambes et qui a dû écrire au bout de je ne sais pas combien de mois sur Internet pour dire que l'État ne lui a même pas donné, ne lui a absolument rien donné, ni pour ses soins, ni comme pour le fait qu'il a été une victime de la guerre et qu'il n'a eu que sa maigre pension de retraité anticipée. Et pourtant, c'est un mort. C'est un problème, moi je pense que c'est un problème de général, mais je m'étonne qu'en effet, ce que tu proposes là, ça n'ait pas été pris en compte. C'est quand même assez lamentable. Blâme, tu as mis le doigt sur tout le fond du problème. Qui est responsable? Qui doit être jugé? Qui doit être considéré comme coupable? Est-il responsable ou pas? Voilà, donc c'est le vieux débat et c'est un débat qui existe depuis 1989 avec des opinions différentes. Les enfants, je vous propose que nous avancions un peu. Il est 22h59, heure de Paris, 21h59, heure de Nouakchott. Vous êtes bien sur Kassataya, toujours sur Kassataya, dans le débrief de l'actu comme tous les dimanches soirs en compagnie des chroniqueurs qui dissèquent pour vous selon leurs sentiments, leurs sensibilités, leurs opinions, leurs ressentis de citoyens, de simples citoyens mauritaniens qui vivent au pays ou dans la diaspora, sur ce qui se passe chez nous. Et là, nous allons passer à un nouvel exercice, une petite pépite que nous vous offrons. Nous vous l'avions promis, Kassataya allait étoffer ses émissions, allait changer quelques petites choses. Et ce soir, je suis très très heureuse d'entamer le premier cycle, la première histoire d'un grand cycle qui va s'appeler Les Chroniques d'Ibrahima. Ibrahima Atié, dont vous avez entendu la voix tout à l'heure, qui est un des chroniqueurs de Kassataya. Alors, Ibrahima Atié, à toi, je te lance dans le bain comme un grand. Merci, Mariam. Bon, voilà, c'est une nouvelle chronique que j'essaierai de tenir chaque semaine. En tout cas, bon, malgré mon agenda qui est un petit peu chargé. Bon, cette fois-ci, je m'intéresse justement au Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Parce que bon,
simplement c'est le pays le plus proche de la Mauritanie par rapport aux liens géographiques, socioculturels, historiques et j'en passe. Bon, pour résumer, si le Sénégal tousse, c'est la Mauritanie qui éternue et vice-versa. Donc, il y a des élections présidentielles qui sont programmées en février prochain. J'essaierai de résumer un petit peu en 4 clés avec ta complicité, si le veut bien, Myriam. Merci beaucoup, Ibrahima, de la confiance. Alors, Ibrahima, le pays de la Teranga, à côté des élections sénégalaises. Alors, Ibrahima, B comme bras de fer. Alors, il y a un bras de fer. Le vieux président Ouad, 80 ans passé, candidat à sa propre succession, sauf que l'opposition pense que c'est impossible car la Constitution n'autorise que 2 mandats. Or, la loi fondamentale est modifiée. Ses partisans estiment que cet amendement n'est pas rétroactif, autrement dit que son premier mandat de 2017 ne compte pas. Le Conseil constitutionnel sénégalais va se prononcer sur la validité d'une telle candidature. Pour prendre les devants, Ouad a évité tout frais payé des constitutionnalistes venus notamment d'Europe pour affirmer que sa candidature est légitime. Comme quoi, 50 ans après l'indépendance, on a encore besoin, Marianne, de la caution occidentale pour s'accrocher au pouvoir. Alors, D comme division au Sénégal. La coalition des partis de l'opposition Benno Siggil Sénégal a volé en éclat. Pour abréger, Benno veut dire en Wolof unité, est devenu Tassaro, autrement dit dispersion, donc division. En cause, les leaders Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng. Le premier âgé de 71 ans veut tenter sa dernière chance d'être président. Le second, beaucoup plus jeune, argue que son parti, le PS, est plus représentatif, ce qui est vrai. Bref, c'est la guerre des égaux. Vous savez, la démocratie à la sénégalaise est cuisinée à la sauce tchéboudienne. C'est bon, mais ça sent le poisson. C'est comme pléthore, Ibrahima. Pas moins de 20 candidats se sont déclarés. Il y en a de vieux coutiers de la politique, de parfaits inconnus. Il y a également un émigré Rastaman du nom de David Maïssa et un illustre journaliste qui va également se lancer. Il s'agit d'Abdoulatif Koulibaly, bête noire du régime actuel. S'il descend dans l'arène politique, il risque d'y perdre des plumes, ou si vous voulez, sa plume et sa crédibilité de journaliste. Et ce sera dommage. L comme liberté. Alors, les futures élections au Sénégal sont passionnantes, car c'est l'un des pays quand même leaders de l'Afrique, et c'est une terre de liberté d'expression, ce qui n'est pas du tout évident sur le continent. Les médias sont libres et les gens peuvent presque parler de tout, n'importe quand, n'importe où. Et des fois, on s'exprime beaucoup trop et n'importe comment. Je rappelle d'ailleurs cette boutade attribuée au président Ouad au début de la révolution égyptienne. Il disait que la différence entre un Égyptien et un Sénégalais tient du fait que l'Égyptien n'ouvre la bouche que lorsqu'il parle à son dentiste, alors que les Sénégalais ne la ferment que quand il dort. Voilà. J'adore cette chute. Merci, Ibrahima. Il n'a pas tout à fait tort. Il n'a pas tout à fait. Je crois qu'il n'a pas tout à fait tort. Ça pourrait se dire sur beaucoup d'Africains. Répète-moi, les Égyptiens n'ouvrent la bouche que quand ils vont voir le dentiste. Voilà, il dit que l'Égyptien n'ouvre la bouche que lorsqu'il part voir son dentiste, alors que le Sénégalais ne la ferme que quand il dort. Et encore, c'est pas sûr. Oui, Abdoulaye. Je dis que encore, c'est pas sûr. Même après, même en dormant, il peut être bavard, le Sénégalais. Mais il n'y a pas de Sénégalais. Je crois que le Mauritanien, n'est-ce pas, Sénégal et Mauritanie sont 2 pays frères, 2 pays amis qui se sont déchirés, qui ont divorcé, qui se sont réconciliés, qui se sont répudiés. Le pays de la Teranga à côté et la Mauritanie, on se rappelle la magnifique lune de miel entre Ouad et notre président actuel au moment de la rectification éclairée ou pas, selon les opinions de chacun et de chacune. N'est-ce pas? Donc voilà, le sort du Sénégal est lié à celui de la Mauritanie. La Mauritanie est liée à celui du Sénégal. Merci Ibrahima. Mariam, avant de libérer Ibrahima, j'aurais juste une petite question à lui poser, mais avant cela aussi. Ne disait-on pas que Sénégal et Ghana, ben bop la ken mënu ko xar ñaar? C'est une seule tête qu'on ne peut pas séparer en deux. Ibrahima, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le wah-wahat, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. Wah-wahat. Abdoulaye Wade s'est dédié quand même parce qu'il avait dit qu'il n'allait jamais se représenter. Wah-wahat, donc c'est voilà, c'est le mot de Wade. Bon, c'est une expression en wolof qui veut dire bon, littéralement ça veut dire et se dédire. Voilà. C'est moi qui l'avais dit, alors j'ai redit autre chose. Bon, il avait dit qu'effectivement, lors d'une interview qu'il n'allait pas se représenter, et effectivement, bon, maintenant il a dit que les gens l'emmerdent avec ça, c'est lui qui l'avait dit, maintenant il dit autre chose. Il dit le contraire, plus exactement.
Oui. Dans les manifestations en France, on appelle ça un pas en avant, deux pas en arrière. Non, pas là. Il a fait 4 pas en arrière. En tout cas, remarquable cette chronique. Vraiment, félicitations. Tout à fait, Ibrahima a entamé, mais alors son cycle de chronique de façon magistrale. Ibrahima, s'il te plaît, rappelle-nous quel âge a notre président de voisin, Abdoulaye Wade, de quel âge a-t-il? Environ 86 ans, 86 pigeons. Probablement sans la TVA. C'est l'âge d'aller à la retraite, hein, franchement. Il était en France. Abdoulaye, c'est toi qui as dit sur la TVA? Je crois que c'est sans la TVA, oui. Abdoulaye, oui. Mais le doigt, c'est quelque chose qui est très important parce que personne n'a vu son acte de naissance. Personne n'a jamais vu l'acte de naissance. Il y a beaucoup de gens en tout cas, je peux vous dire qu'il est très vieux. Et Mariam, avant que tu ne finisses, il a prévenu, hein, il a dit que dans sa famille, tout le monde était centenaire et qu'il a même quelqu'un qui a vécu jusqu'à 110, sa grand-mère qui a vécu jusqu'à 110 ans. Donc il est là encore. Les enfants, souhaitons-lui une vie longue quand même. Mais qu'il prenne sa retraite. On discutera du reste après. Moi, je peux vous dire qu'il doit être très très vieux parce qu'il a raconté que son père avait participé à la Première Guerre mondiale, non la Seconde Guerre mondiale. Je vous raconte juste une anecdote par rapport à son âge. Bon, il a raconté une fois, c'est-à-dire que lors vous savez, le marabout Mouride, là, Serigne Touba, qui est celui qui a fondé Touba, il dit qu'il se rappelait Serigne Touba lorsqu'il passait devant chez lui, dans son village, courait derrière le cheval de Serigne Touba. Alors moi j'ai fait le calcul, si un enfant quand même qui dort, qui court derrière un cheval doit avoir au moins 7 ans ou 8 ans, parce que c'est barbu. Alors que Serigne Touba est décédé en 1923. 1923. Moi, j'ai fait le calcul. Je crois qu'il doit avoir regretté d'avoir voulu faire cette récupération politique là. Ah mais c'est vrai, en 1923. Imaginez moins 7 ans ou 8 ans. Ibrahima, rassure-moi, il n'a pas dit qu'il avait rencontré René Caillat et tout. C'est un vieux de la vieille, hein, vous savez. En tout cas, Ibrahima, tu viens de nous rappeler un sujet qui fait fort parler les Africains, les Mauritaniens un peu moins, puisque nous avons un président qui est jeune, alerte et fort gaillard, n'est-ce pas, il est encore en bonne santé, mais quand on voit le Sénégal, sur cette espèce de longévité au pouvoir de certains de nos hommes politiques, les autres... Il y a de l'autre côté, Zimbabwe. Ouais, le Zimbabwe, n'en parlons pas, on n'en parle même pas. Sauf que le Sénégal, c'est cette liberté d'expression, effectivement, c'est ça qui est impressionnant, quoi. Malgré tous les problèmes, tu dis ce que tu veux, tu peux le critiquer le président à longueur de journée. De toute façon, ils ne font que parler, c'est pourquoi cette boutade de Wade. Et tu as parfaitement raison par rapport à Abdou Latif Coulibaly. Il commettrait une erreur mais vraiment impardonnable s'il se lançait dans l'arène politique comme ça. C'est vrai qu'il ne faut pas mélanger les genres. Je suis bien placé pour le dire. Quand on décide surtout pour la presse, quand on décide de faire ça, il faut faire ça et ne faire que ça. On peut pas, chaque personne doit faire ce qu'il sait faire, ce qu'il doit faire. On a besoin de journalistes pour aussi la politique, pour scruter, pour débusquer les petits mensonges, les petites combines, etc., pour expliquer tout simplement aux auditeurs et aux citoyens, pour investiguer surtout. Et Abdel Latif Coulibaly est un excellent journaliste d'investigation. Vraiment, les médias ont besoin de lui et prions pour qu'il ne commette pas l'erreur de se retrouver dans l'arène politique. Abdoulaye, je te rappelle les méfaits. Je rappelle qu'un très célèbre président américain était un acteur des séries western de série B, n'est-ce pas? Quand on voit ce que ça a donné, on aurait peut-être dû lui conseiller de rester acteur. N'est-ce pas? Je parle de Ronald Reagan, ce héros des séries B. Alors les autres, les enfants, je vous entends pas beaucoup, ni Vlan, ni Khali, sur la longévité. Est-ce qu'il faut... Mais comment, depuis tout à l'heure, on est en train de rire. Si tu ne nous entends pas, tu ne vas jamais nous entendre. Hein? Vraiment, c'est un blague. D'ailleurs, la preuve qu'il arrive à rouler tous les Sénégalais comme ça, c'est parce que justement, c'est un ancien. Ouais, ça c'est clair. Et tu sais, on l'appelait Ndjombor. Le premier président sénégalais, comment s'appelle, Senghor l'appelait Ndjombor. Cela veut dire en Wolof lièvre. Donc il est fourbe et tout ça. Parce que tout simplement, quand il y a eu le multipartisme en 1974... Ne parlez pas tous en même temps, parce qu'il y a Vlan et Abdoulaye qui essaient de parler en même temps. Non, je disais qu'il l'appelait Ndjombor parce que quand il y a eu effectivement le libéralisme politique en 1974 limité, Abdoulaye Wade était venu voir... Senghor pour créer un parti. Il voulait créer un parti de gauche, hein, et l'autre lui dit, ben non, il y en a déjà. Et pourquoi tu ne tenterais pas de faire un parti libéral? Et l'autre lui dit, oui, c'est surtout un parti de contribution. C'était ça, hein, il vient faire un parti de contribution.
pour accréditer la thèse de la démocratisation du Sénégal. C'est-à-dire, oui, j'ai fait un parti de complaisance. Voilà. À l'origine, c'était ça, et après, l'autre s'est retrouvé piégé parce qu'Abdoulaye Wade a cherché quand même autre chose. Il a vraiment cherché sa place. Moi, mon sentiment, c'est que Wade était un très bon opposant, mais un piètre président. Franchement, Latif, le premier ouvrage de Latif Coulibaly que j'ai là sous les yeux, c'était Wade en opposant au pouvoir, ou l'alternance piégée. Voilà. Il est resté président avec les habits de l'opposant. En tout cas, si j'étais bien compris, Ibrahima, et si les autres ont bien compris, tu sous-entends que Abdoulaye Wade ferait bien peut-être de penser à prendre sa retraite. Je rappelle qu'en ce moment, il y a la maison de retraite la plus célèbre pour les présidents qui ont soit trop duré au pouvoir, le Qatar ou le tribunal pénal international. Il y a les deux. Non, c'est même pas la peine de demander un visa pour aller en Europe, la forteresse Europe. L'Europe ne prend plus les immigrés. C'est bon. C'est vrai. C'est bon, on refuse les immigrés. Non, mais il suffit d'aller là-bas vers l'Arabie Saoudite, il y a des retraites. Ah, c'est vrai. Bon, ils ont accueilli un dictateur notoire, c'était l'Ougandais Idi Amin Dada. Oui, voilà. alors il y a tellement de monde. Alors vous imaginez les enfants, alors vous imaginez Taya en train de jouer aux cartes avec Ben Ali, avec Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade qui essayerait alors de les rouler encore au poker. Et qui réussirait. Absolument. C'est un lièvre, hein? C'est un jambor, hein? Oui, je suis sûr qu'il réussirait. Allez rouler dans la Paris. Donc, merci Ibrahima, il est 23h12. Nous arrivons à la fin de cette émission. Khali, lui, tel le lièvre, ses plantes, c'est caché sous la table. Khali, aurais-tu des actions dans le clan? C'est le fourrure. Ahmed Abdallah, il a disparu à Buenos-Aires. Mariam, surtout pas ça. Mohamed Abba n'est pas sur le plateau ce soir. Et il ne risque pas de marquer. Il ne risquerait pas de marquer. Lui qui pirate. Quand il est au Sénégal. Alors les enfants, vous étiez bien sûr Kassataya. Dans le débrief de l'actu, merci Ibrahima de nous avoir fait rire avec cette à la fin de cette actualité chargée. Si vous avez aimé la chronique d'Ibrahima Atié, vous adorerez la prochaine chronique d'Ibrahima Atié. C'est bien sûr, ce sera dimanche prochain en fin d'émission dans le débrief de l'actu, comme tous les dimanches. Ça commence à 22h. Alors, donc voilà, vous étiez bien dans le débrief de l'actu. Excusez-moi pour ce fou rire de temps en temps. Ça fait beaucoup de bien au milieu de toute cette actualité morose et au milieu de tous vos problèmes. Vous étiez bien sûr Kassataya. Merci à Abdoulaye Diagana qui nous a fait la technique ce soir, donc qui a tout fait, qui a fait le polyvalent de l'étape ce soir, qui était le régional de l'étape, le polyvalent, technicien, chroniqueur, animateur et grand Manitou. Merci à Vlad. Il a même fait le coup de gueule. Il a même fait le coup de gueule, il l'a remplacé par Jean. Merci à Vlad en direct de Nouakchott. Merci à Ibrahima Ati en direct de Paris et de la région parisienne. Merci à Khalid Thiam en direct de Memphis, Tennessee. Merci à Tierno Delalo qui nous écoute mais qui n'a pas pu intervenir. Merci à Tierno Tandia. Et puis un petit coucou à tous les autres qui avaient des petits soucis ce soir, qui n'ont pas pu nous rejoindre. Voilà, donc tous les dimanches 22h. Heure de Paris 21h, heure de Nouakchott, 1 heure juste pour décortiquer l'actualité. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez intervenir. Allez, c'était Mariam Tederouch qui vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, ciao les amis, ciao les chroniqueurs. Dimanche prochain, même heure, même rendez-vous. Et comme disait la Diagana qui faire la chute, même punition.